Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 13h. Voici les titres. Dans l'actualité de ce jeudi 6 avril 2017, il y a un an, Patrice Talon devenait officiellement président de la République du Bénin. 12 mois de gestion après, que retiennent les Béninois de la gouvernance Talon? Vous les entendrez dans ce journal. Ils paraissent physiquement indemnes et pourtant ils sont guettés par des affections sournoises. Les agents de police se font dépister pour éviter des maladies cardiovasculaires. Sont-ils victimes de modernisme ou encore courent-ils le risque d'une perte de valeur? Ces parents échelés qui vivent loin de leurs enfants. Le phénomène est pourtant réel, on en parle dans cette édition. Bonjour et bienvenue, merci de prendre le départ avec nous pour cette session d'information. Il prit officiellement les fonctions de président de la République du Bénin. Nous étions le 6 avril 2016. Patrice Talon, devenu alors président de la République, au bout d'une élection présidentielle sanctionnée par une alternance démocratique. Aujourd'hui, 6 avril 2017, un an donc après l'exercice du pouvoir d'État, que retient-on de la gestion de Patrice Talon à la tête du Bénin? 12 mois de gestion, 12 mois d'action et 12 mois de gouvernance. Et cette année de gestion ne laisse pas indifférents nos compatriotes. Dans le Zou, par exemple, quelques citoyens se prononcent sur l'an 1 de gestion de président Talon, des propos recueillis par Gilles Dansou. Un an passé déjà. Moi, je vois que le PR n'a pas encore fait quelque chose de mal. Dans un premier temps, la libération des espaces publics, ça permet aujourd'hui, disons, la libre circulation. Et ce que je voudrais demander à notre président, c'est, je l'invite, disons, à plus de social. Nous venons de passer un an qui a permis au gouvernement d'assainir la gestion des affaires publiques et de baliser ainsi la voie pour la mise en œuvre de son programme d'action de façon cohérente et efficiente. Au cours de cette première année, on a noté également la poursuite des grands chantiers de l'État. Il est vrai, rien n'est facile. Et convenez avec moi que le début de toute chose est toujours difficile. Mais avec les jalons déjà posés, je crois bien que nous avons espoir. Nous avons espoir que les conditions de vie des populations vont s'améliorer. À voir les réformes commencer et réussir, il est à féliciter. C'est vrai que le pays est dur, le pays est vraiment dur, mais toute réforme de ce genre demande sacrifice. Toute réforme de ce genre demande sacrifice. Ce que les vrais politiciens n'ont pas pu faire pendant des décennies, en un an, il a pu enclencher beaucoup. Donc, moi, je le félicite. Mais il est limité par un temps. Il n'a qu'un seul mandat à faire. S'il ne force pas les choses, il ne va pas évoluer. Je pense que nous allons prier Dieu qu'il soit inspiré pour chercher les moyens qu'il faut pour que ça aille plus mieux. Il a une vision pour le Bénin. Une vision. Et nous souffrons, nous-mêmes, la population souffre de ses ambitions de développement. Nous sommes en train de dire ceci, que le Bénin se développe et prospère. Mais pour que le Bénin se développe et prospère, il faut des bases. Parce qu'avant que le maïs qu'on a mis sous terre ne porte et donne ses fruits, ça doit pourrir d'abord. On n'a qu'à patienter. C'est vrai, les gens souffrent. Ce que je vais demander, je vais suggérer au président Talon, c'est de revoir un peu la note sociale, la copie sociale, de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour amener un peuple qui a suffisamment faim et soif de la paix au calme.
12 mois d'exercice à la présidence de la République et au compteur des avancées enregistrées dans bien des domaines pour apporter des solutions à un certain nombre de préoccupations des Béninois. Quelques citoyens interrogés à Parakou se prononcent ici sur ces réalisations à mettre à l'actif du chef de l'État. Ils sont au micro de Claude Adigli et Simon Villon. Dans le domaine éducatif, par exemple, nous avons la stabilité au niveau de l'université de Parakou, ce qui témoigne du fait que les bourses et secours scolaires sont continuellement payés. Nous avons notre université qui est toujours en chantier. Ça veut dire que les infrastructures initiées sont en train d'être construites, ne souffrent pas de financement. Et là, je suis dans un domaine que je connais, je suis enseignante. Vous savez que le gouvernement Talon a fait en sorte qu'au niveau des 4 universités actuellement au Bénin, le poste de secrétaire général au sein de ces universités-là soit assuré par des femmes. Donc aujourd'hui au Bénin, les secrétaires généraux des universités sont des secrétaires généraux. Je crois que ça, c'est pour la promotion du genre, c'est quand même assez important et qu'il faut le souligner. À l'arrivée du président Talon, pour régler des problèmes sociaux et bien s'asseoir et agir, il a pensé à des divergences qui étaient là depuis des années entre les protestants et ça a été une réalité. Et si je prends, comme on appelle, dans le domaine de l'enseignement supérieur par exemple, vous voyez que notre ministre, par exemple, par l'entremise de notre ministre, on a essayé de régler les questions liées par exemple à la co-signature, où toutes les co-signatures qui étaient en suspens, tout a été réglé et maintenant on repart à zéro pour donner la place de l'enseignement supérieur privé au Bénin. Le président a osé assainir le milieu des fonctionnaires avec le problème des fraudes, des diplômes frauduleux. Sincèrement, cette situation n'avait que trop duré. Et quand il s'y est mis dedans, nous-mêmes nous sommes contents. Déjà, il y a eu ce problème de la création effective des 12 départements, qu'aucun gouvernement n'a pu faire, pour des raisons politiques entre autres, avec des manifestations souvent même violentes de la part des populations. Et qu'il a réglé tout de suite, à son arrivée. Je crois que ça a été vraiment une action, pour moi, c'est une action majeure. Un an de gouvernance de Patrice Talon et pas que des actifs, il demeure bien des défis que se doit de relever le nouveau départ. À Parakou, on attend encore bien de réalisations. Théodore Gandjeko et Dorcas Tito sont allés rencontrer les Parakois pour les écouter. Ils font part de leurs attentes du régime du nouveau départ pour les jours à venir. Actuellement, ce qui fait délier toutes les langues, c'est la Constitution, la révision. Et je voudrais que les gens fassent carrément des trucs comme ils en avaient l'habitude, pour parler de la Constitution aux populations. Et ils ne savent pas, même ce qu'on veut réviser, ils ne maîtrisent pas, ils entendent par-ci, par-là, et puis bon, chacun fait son commentaire dans sa tête. Nous avons besoin qu'on aille même dans les langues nationales, qu'on explique. Et là, tout le monde saura, bon, à tel niveau, je ne suis pas d'accord, je propose si. Sans route, sans chemin de fer, sans aéroport, on ne peut rien faire de bon. Refaire le réseau routier, tout au moins que nous puissions avoir de bonnes routes. Nous avons, depuis 1960, le Bénin n'a jamais connu de très bonnes routes. Le panier de la ménagère est vide, mais comme le président a dit de lui donner encore un peu de temps, je crois qu'on peut espérer à ce niveau, mais il ne va pas falloir que l'espoir soit de longue durée. Donc nous voudrions demander au président de la République de revoir ce secteur-là. Et puis toujours dans l'actualité de ce temps 1 de régime Patrice Talon, eh bien, la traditionnelle réunion hebdomadaire des ministres s'est tenue ce jeudi. Cet énième conseil des ministres coïncide avec l'an 1 du gouvernement. Alors, sous quel signe est placé cet événement et quelles sont les perspectives qui se profilent à l'horizon? Eh bien, quelques ministres ont bien voulu livrer leurs impressions à l'issue du conseil. On les écoute au micro de Renaud Akakbo et Jean Nombimin. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est beaucoup plus un sentiment de responsabilité accrue. Nous avons pris nos fonctions il y a un an effectivement et avons trouvé donc les finances publiques dans un état lamentable. Je me rappelle encore qu'en avril 2016, à notre arrivée, le Bénin venait de boucler quelques mois plus tôt une tentative d'émission obligataire qui a quasiment échoué, qui n'a pas réussi. Nous n'avons pas réussi à mobiliser l'ensemble des fonds que nous souhaitions avoir. Et aujourd'hui, jour pour jour, nous concluons aujourd'hui une émission obligataire pour 150 milliards qui a été sursouscrit dans un environnement où le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali et plusieurs autres pays de la sous-région ont tenté la même opération ces temps-ci sans succès.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les efforts que nous avons collectivement avec le gouvernement faits sur ces 12 derniers mois ont porté leurs fruits. Le cadre macroéconomique est beaucoup plus sain. Nous avons gagné en crédibilité. La signature Bénin porte. Et ça, ce n'est pas des paroles, c'est des faits, puisque je vous dis que nous venons de conclure une opération avec un très grand succès, qui est le seul succès observé depuis le début de cette année dans toute la zone UEMOA. Tout ça pour dire que nos compatriotes ne voient pas forcément encore concrètement les bénéfices de nos réformes, parce que nous sommes partis de très très loin. L'accent a été accordé les 12 derniers mois à nettoyer les écuries, à mettre en place un certain nombre de procédures pour préserver les biens publics, dégager des marges de manœuvre pour pouvoir réaliser les projets qui sont inscrits au programme d'action du gouvernement. Et maintenant, nous rentrons dans une deuxième phase maintenant de concrétisation de ces projets. Donc, dans les prochains mois, je pense que la population verra de plus en plus de concret. Le grain mis en terre, en fait, met du temps pour bourgeonner et produire. Donc, nous sommes dans cette phase-là où il y a plusieurs grains mis en terre. Nous avons fertilisé, fait tout ce qu'il faut et bientôt, les fruits vont commencer à être perçus par notre population. Nous avons à cœur le bien-être de la population et tout ce que nous faisons, croyez-nous, c'est vraiment dans cet objectif-là. Donc pour me résumer, un vrai sentiment de responsabilité. Nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais nous sommes sur la bonne route. Nous avons créé les conditions pour que les prochains mois, des réalisations concrètes soient faites. Mais nous sommes surtout dans un pays, pour vous parler du domaine qui est le mien, où je le vois, je le sens, je le perçois. Je suis sollicité dans ce sens. Nous sommes dans un pays où le Bénin est respecté à l'étranger. Il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas de demande pour que le président, non pas comme un objet de curiosité, mais comme un leader nouveau dans cette Afrique nouvelle, des demandes pour qu'il vienne s'exprimer. Et je pense que nous sommes de plus en plus respectés dans les institutions internationales. Nous avons assaini notre carte diplomatique, nous avons assaini notre présence dans le monde. Et je pense qu'il y a un faisceau d'indices qui sont là et les résultats se voient. Et je suis persuadé que les Béninois, dans leur jugement sévère que je comprends, se rendront compte très vite qu'ils ont eu raison de faire confiance au président Patrice Talon, qu'ils ont eu raison de faire confiance à cette équipe de citoyens béninois dévoués qui sont venus apporter leur expertise, mais surtout leur amour de la patrie pour que nous puissions redresser notre pays. Vous savez, le domaine de l'éducation, c'est un domaine où c'est un peu comme aussi il faut semer. Et lorsqu'on sème, il faut attendre un moment pour que la graine puisse germer et on récolte plusieurs années plus tard. Cependant, nous travaillons pour que, comme vous venez de le dire, notre pays puisse retrouver, n'est-ce pas, son titre d'antan, quartier latin de l'Afrique. Mais nous devons pouvoir travailler. C'est là c'est de l'éducation qu'il est question. Emmanuel Mouli n'a pas que dit ça. Il avait ajouté, et c'est ce qui me paraît très important, c'est sur quoi nous devons beaucoup travailler. Nous avons pris l'engagement de travailler essentiellement sur ça, surtout par rapport aux générations à venir. Il a ajouté que cet intellectualisme fait de méchanceté et de mesquinerie est de nature à enterrer le développement de ce pays. Figurez-vous de 1959 que cet administrateur colonial a eu à s'exprimer ainsi, que les mêmes phénomènes nous rattrapent encore en 2017. Je crois que l'éducation a encore beaucoup à faire. Et nous mettons tout en œuvre pour que nous puissions éduquer pour que le civisme, le patriotisme, l'intérêt général, la préoccupation des populations puisse être toujours au fronton de nos préoccupations. Nous sommes conscients que la population nous attend parce que pour ce qui relève de mon ministère, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, puisque nous parlons désormais, n'est-ce pas, d'une économie numérique. Et il revient aujourd'hui à mon ministère de mettre cette fondation pour une économie numérique au Bénin, de mettre le socle. Donc c'est en cela que nous avons entamé les réformes nécessaires et c'est en cela que nous avons plusieurs projets qui sont en cours. L'essentiel, le fondamental, l'Internet, où qui se trouve. Et nous avons déclaré aussi que l'Internet
aujourd'hui au Bénin un service universel. Donc tout citoyen en a droit et donc nous travaillons pour que cela soit une réalité. C'est dire à tous les jeunes béninois des 77 communes, des 12 départements, que le gouvernement a conscience de l'engagement qui a été pris, que le gouvernement sait à quel point les attentes sont grandes et que ce gouvernement ne trahira pas la confiance du peuple béninois. Comptez sur nous, la gouvernance dans un État, c'est aussi ce dont on a hérité. Il ne faut pas oublier que le Bénin était dans un état catastrophique quand nous en avons hérité. Aujourd'hui, il y a un effort qui est en train d'être fait. Nous avons fait une option de ne pas faire beaucoup de propagande, beaucoup de bruit autour de nos actions. Et c'est normal que nos compatriotes, sur certains points, ne nous comprennent pas et sur d'autres, soient impatients. Mais je veux leur dire que nous avons conscience de cela et que nous ne trahirons pas notre engagement. Le Bénin est un grand pays, nous allons le révéler et d'abord nous allons donner à tous les Béninois ce qu'ils méritent, c'est-à-dire le bien-être au quotidien. Et voilà, loin de cet anniversaire de gestion de pouvoir par Patrice Talon, parlons maintenant du Code de travail qui se bonifie de 2 nouvelles lois, la loi portant régime général d'emploi des collaborateurs externes et celle fixant les conditions d'embauche. La ministre du Travail s'est prêtée mardi à un exercice face aux hommes des médias, mieux expliquer le contenu de ces récentes dispositions. Brice Chibozo, Jean-Claude James. Conférence de presse. Face aux professionnels des médias, Adidjatou Matisse et certains membres de son cabinet. Les échanges ici portent sur 2 nouvelles dispositions qui régissent le monde du travail. La loi 2017-03 du 17 mars 2017 portant un régime général d'emploi des collaborateurs externes de l'État, c'est une loi qui permet simplement à l'État de recruter peu de personnes pour peu de temps et pour plus de progrès. Aujourd'hui, le monde est devenu, vous le savez bien, un village planétaire. Et lorsque nous avons besoin de compétences dont nous ne disposons pas, il faut recourir à celles-là. Recourir à une compétence dont l'administration a besoin, mais quelle est la procédure d'embauche? La 2e loi donne les détails. Pour ce qui concerne la loi sur l'embauche, elle vient en fait modifier certaines dispositions de l'actuel Code du travail. Vous savez, le secteur privé juge l'actuel Code du travail un peu trop protectionniste de l'employé, ce qui répugne parfois les employeurs à aller recruter, disons, un nombre important. Appréhendons-la comme une loi positive de permettre aux jeunes d'avoir accès au marché de l'emploi de façon massive. En cas de licenciement, quid des dommages causés à l'employé? Le montant de cette réparation ne peut être inférieur à 3 mois de salaire de l'agent licencié ni être supérieur à 9 mois de son salaire. Au-delà de 9 mois, ce n'est plus la peine de travailler, comme ce qui se passait dans un passé récent, où on demande 7 milliards à une banque parce qu'on s'est fait licencier. Entre-temps, l'entreprise peut mettre la clé sous la porte. Des lois pour favoriser la réduction du taux de chômage, mais la partition des diplômés reste la culture de l'excellence. Ils pourraient paraître à l'abri des problèmes de santé au regard de leurs différentes activités physiques. Hélas, loin s'en faut pour les agents de police. Une opération de dépistage diligentée par la Direction générale de la police nationale révèle un diagnostic plutôt préoccupant. Les flics sont plutôt exposés à bien de maladies cardiovasculaires. William Choki s'en est bien rendu compte. Est-ce que vous avez mal à la poitrine? Est-ce que dans la famille, est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de tension? Ils sont les plus touchés par ces maladies qualifiées de tueurs silencieux, les maladies cardiovasculaires. Au moins un flic trépasse par mois pour cause de ces maladies, des maux qui rongent la corporation au mépris de tous. Aujourd'hui, la Direction générale de la police a voulu arrêter la saignée à travers cette opération de dépistage gratuit. Essayer d'identifier les facteurs de risque cardiovasculaire au sein de la corporation policière, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète et également les problèmes de cholestérol, les dyslipidémies. Apprécier l'ampleur des problèmes cardiovasculaires dus le plus souvent au stress et à l'alimentation.
prendre en charge les cas dépistés et prodiguer les conseils nécessaires. Ils sont plus sollicités, ils sont plus stressés et il est de bon temps que l'on puisse voir de quelle affection domine justement le rang des flics. Pas seulement les policiers, la population béninoise à se prendre en charge, à comprendre quand est-ce qu'il faut aller vers son médecin, ne pas attendre que la maladie survienne avant de courir pour aller. Tous ont passé les différentes étapes du contrôle, de la palpation de ce petit ballon jaune à la prise de la tension artérielle, en passant par la prise de sang, toute une série d'examens pour une corporation policière plus en forme au service de la nation. Et pendant ce temps, elles subissent au quotidien des dommages du fait de l'incivisme de certains usagers de la route. Les infrastructures routières à Cotonou et environ sont sérieusement mises à mal. Plots endommagés, poteaux électriques détruits, terre-pleins centraux ébranlés. Le décor est bien palpable, mais surtout moins agréable. Alors, que deviennent ces infrastructures endommagées? Quel est le sort réservé aux usagers coupables d'indélicatesse vis-à-vis de ces biens publics? Élément de réponse à travers ce sujet de Igor Ayosso et Marie-Louise Perrin. Sur n'importe quel axe, que ce soit Cotonou à Kassato, Cotonou Porto Novo, pour ceux qui nous concernent, le constat est flagrant. Il n'y a pas ce jour où les équipes de sapeurs-pompiers et de la police service constat ne se déploient. La plupart du temps, elles interviennent pour gérer des cas d'accidents graves de circulation, souvent considérés comme des actes d'incivisme qui concourent à la dégradation des infrastructures routières réalisées à grands frais par l'État pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Ils conduisent en désordre et détruisent la route. Et au lieu de la réparer, ils ne le font pas. Ils s'enfuient. Normalement, ces conducteurs responsables d'accidents devraient payer pour la réparation des dégâts causés. Peut-être que l'autorité est remboursée et nous ne le savons pas. Je ne peux pas dire qu'on ne nous rembourse pas. Bon, des fois, nous on anticipe pour réparer par d'autres moyens. On voyage. On voit quand même que même si c'est seulement des marquages au sol, les gens ne franchissent pas. Ici, il y a des plots, on va les heurter et on ne commence pas à insulter les ingénieurs pour dire ah, c'est pas du sien, hein. J'ai juste heurté et ça s'est écrasé. Comme si ces plots-là sont mis en place pour être heurtés. C'est pas vrai. Si ce n'était pas notre incivisme, on n'a même pas besoin de mettre autant d'argent pour mettre en place ces plots-là. Il suffit de faire des marquages au sol pour que les gens sachent qu'ils ne doivent pas franchir ces marquages-là. Dans le cas de destruction des panneaux de signalisation posés sur la route, que retenir de la procédure de réparation? Comment ça se fait? Lorsque le constat est fait, la gendarmerie et la police saisit tous les documents du véhicule, le véhicule même, et renvoie le propriétaire du véhicule au niveau de la Direction générale des infrastructures. Maintenant, lorsque le cas arrive ici, moi je renvoie ces cas au niveau de la direction départementale concernée. Et puis lui, il se déplace sur le terrain, il fait un devis pour dire, bon, ce que vous avez fait, voilà ce qu'il vous faut en matière de ressources financières pour les réparer. Ce devis est remis au propriétaire du camion qui va déposer ça à l'assurance. Les éléments de protection que vous connaissez généralement, que nous mettons sur les terre-pleins centraux, que nous appelons plots. Et ces plots, dans les villes de Cotonou et Calavi, nous avons trois types. Quand vous quittez le carrefour à Kosombo, en passant par l'Étoile Rouge pour aller à Tantokpa, c'est pareil quand vous descendez du pont de Tokpa que nous appelons Martin Luther King, pour passer par Sobebra jusqu'à le Bélier. Les plots qui ont été utilisés sont les plots de petite dimension. Et quand vous cassez ces plots, vous payez pour la réparation le prix forfaitaire de 50 000 francs et pour les pénalités 10 000 francs par unité de plomb. En tenant compte de tous les éléments qui rentrent dans leur préfabrication et leur pose pour l'obtention de ces prix.
en passant par Kadjaoum pour aller à la place du souvenir, les plots qui sont à ce niveau, au niveau des temples centraux, vous allez constater que leur section est un peu plus grande et pour leur réparation, il faut 100 000 francs par unité. Mais la pénalité à ce niveau est toujours de 10 000 francs. Donc ça fait 110 000 francs au total que les gens doivent payer au niveau et c'est ce prix que nous mettons dans les devis que nous élaborons. Bon, vous savez, quand les devis sont de montant un peu faible, dans la fourchette de 0 à 300, 400 000, on a constaté que les gens eux-mêmes payent rapidement pour pouvoir rentrer en possession de leur véhicule. Mais quand c'est très élevé, parce qu'il arrive des moments où nous allons jusqu'à 4-7 millions, et c'est surtout le cas des équipements électriques. Et c'est des éléments qui coûtent excessivement cher, plus que les plots dont on a parlé tantôt. Donc vous savez, dans ces cas, souvent, il y a certains usagers qui vont au tribunal, comme vous l'a expliqué tout à l'heure le directeur général des infrastructures. Selon certaines indiscrétions, le coût de la destruction des routes par les camions en surcharge et autres véhicules serait estimé à plus de 20 milliards de francs CFA par an. C'est environ le double du coût d'entretien des routes. Alors, nous devons nous appliquer à respecter le code de la route. Des femmes pour contrer les effets des aléas climatiques, celles des communes de Semekbodji, de Bopa et d'Atiémé peuvent désormais y faire face. Le projet communauté de résilience et d'action de réduction des catastrophes naturelles, CERAFT, s'y attelle depuis 2 ans. Aujourd'hui, ces femmes sont plutôt mieux outillées. Blaise Adampo et Edmond Oumba. Fin des activités du projet CERAFT, communauté de résilience et d'action de réduction des catastrophes naturelles. Durant 2 ans, les femmes des communes de Semekbodji, de Bopa et d'Atiémé ont été formées sur les mesures à prendre face au risque des aléas climatiques dans leur localité. 2 années qui ont permis d'impacter plus de 40 000 ménages. Ce projet est l'œuvre de Caritas et de l'USAID. Les communes de Semekbodji, d'Atiémé et de Bopa font partie des communes à risque sur la cartographie nationale. Nous avons encore en mémoire les inondations de l'année 2010, au cours desquelles Caritas Bénin avait joué un grand rôle dans l'assistance et le relèvement des populations sinistrées. Dans tous les cas, une chose reste claire. L'appropriation du projet par les groupements de femmes qui ont interagi dans leur communauté de vie et du travail avec les institutions religieuses, sociales et politiques doit favoriser un grand changement de comportement, surtout dans les zones d'intervention. Le changement climatique étant le défi actuel des pays en voie de développement, ces actes participent au développement du Bénin. Il me plaît d'adresser mes vifs remerciements et ma profonde gratitude pour votre participation effective et pour votre appui aux efforts de développement de notre pays. Ce n'est donc pas étonnant que nous nous retrouvions également ici, autour de ce projet CERAFT, qui, ma foi, a été conduit à très bon port. Le projet CERAFT aura aussi permis de former 423 groupements de femmes dans les 3 communes bénéficiaires. Le gouvernement souhaite que ce projet soit élargi à d'autres communes du Bénin. Et pendant ce temps, l'association béninoise pour la promotion de la famille s'intéresse aux adolescentes du quartier Rindé à Cotonou. Une équipe de cette association les a entretenues sur les questions de sexualité. C'est le début d'une série de séances de sensibilisation qui vise à terme 0 grossesse précoce dans le rang de la population cible. William Aguiar, Alexis Kenom. Séance questions-réponses entre adolescentes du quartier Rindé et l'association béninoise pour la promotion de la famille. Une rencontre d'échange sans tabou sur des sujets relatifs à la sexualité. L'objectif ici est d'inculquer à la population cible, les vendeuses ambulantes adolescentes du marché d'Antokpa, les bons comportements pour éviter les grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles. Nous avons jugé important de venir dans le marché pratiquement, faire une sensibilisation à l'endroit de ces filles et profiter également, offrir gratuitement des services de planification familiale, mais également de dépistage de VIH, de cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, pour pouvoir mettre ces jeunes filles et ces adolescentes à l'abri d'un certain nombre de problèmes
préjudiciable pour leur avenir en matière de santé de la reproduction. Le projet est soutenu par l'ambassade des Pays-Bas après le Bénin. Le premier secrétaire conseiller en santé de l'ambassade reste optimiste quant aux résultats attendus, même s'il faut l'évaluer dans le temps. Ce n'est pas une fois, un jour que ça va changer. Mais je pense qu'à la fin, ça va changer le comportement sexuel. Surtout aussi l'utilisation de contraceptifs, préservatifs, pour éviter la grossesse non désirée. Instant de sensibilisation, mais également de détente pour ces adolescentes qui visiblement en voulaient pour leur épanouissement. Ben voilà, ce sera la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient ce soir à 20h. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Seule alternative.